Dans cet épisode, il sera question de violences sexistes et sexuelles. Il n'y avait pas de doute que c'était une maladie professionnelle parce que vraiment ce qui m'empêchait de dormir, c'était vraiment le fait d'aller au travail. Ma vie personnelle, j'étais tout à fait insérée, je faisais partie d'associations, je m'entendais bien avec mon mari, donc voilà, ça allait très bien. Et par contre, dès qu'il s'agissait de discussions ou d'événements professionnels, et là je me mettais à stresser, etc. Que signifie un droit si je dois me battre pour l'obtenir ? Que signifie un droit si je dois me battre pour l'obtenir ? Jugeons la justice ! Violences sexistes et sexuelles au travail. Comment faire reconnaître un accident du travail ou une maladie professionnelle ? Avec cet épisode, nous aimerions vous encourager à essayer de faire reconnaître vos pathologies dues aux violences comme des AT ou des MP. Nous parlerons tout le long de cet épisode avec les acronymes suivants. AT pour accident du travail, MP pour maladie professionnelle et CITIS pour les congés d'invalidité imputables au service. Donc bonjour, je m'appelle Catherine et j'ai travaillé 23 ans dans l'aéronautique, dans une branche masculine. Voilà. C'est un peu comme les médecins, les chefs de service, les choses comme ça, quoi. C'est eux qui ont l'autorité, qui savent. Et en fait, c'est surprenant qu'une femme comme moi puisse en savoir autant éventuellement. Peu importe ce que je faisais, et je travaillais beaucoup, je me donnais vraiment. Il allait toujours avoir un piège et en fait les pièges étaient de plus en plus grands et moi l'énergie que je devais mobiliser pour le faire était de plus en plus importante. Ajouté au stress, c'était une demande en fait d'énergie trop importante et donc je ne pouvais plus physiquement et mentalement mobiliser cette énergie. La discrimination a été reconnue dans une procédure et là le harcèlement vient d'être reconnu dans une autre. Vos symptômes, le développement de pathologies physiques et psychiques dues aux violences sexistes et sexuelles que vous subissez au travail, peuvent relever d'accidents du travail ou de maladies professionnelles que votre employeur du secteur privé a l'obligation légale de signaler à la sécurité sociale. Pour les agentes de droit public, votre employeur doit les reconnaître comme un congé d'invalidité temporaire imputable au service. Pourtant, les employeurs sont réticents à déclarer et à reconnaître que les pathologies que nous développons au travail sont bien liées à nos conditions de travail et donc qu'ils en sont responsables. Mais c'est que ça leur coûte. Leurs cotisations vont augmenter s'il y a des accidents du travail ou des maladies professionnelles dans leur entreprise, et ça, ils ne le souhaitent pas. Puis les élus au Conseil social et économique risquent d'y mettre leur nez, car le Code du travail prévoit que le CSE doit enquêter, et ça, ils ne le veulent pas non plus. Il faudra faire de la prévention, réévaluer les risques professionnels, et ils ne le veulent toujours pas. Crise d'angoisse, maux de tête, maux de ventre, maladie de la peau, troubles de l'appétit, perte de cheveux, crise de tétanie, de spasmophilie, troubles de la sphère gynécologique sont autant de symptômes que les femmes nous décrivent depuis 40 ans à l'association, et cette liste n'est pas exhaustive. Les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles sur les lieux de travail développent presque toujours des pathologies qui relèvent d'états de stress post-traumatique, plus communément appelés syndrome anxio-dépressif ou anxiété généralisée par les médecins généralistes qu'elles consultent. Laure Ignace, tu es une ancienne salariée de la VFT. Tu as accompagné plusieurs femmes victimes de violences sexuelles au travail dans la reconnaissance d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Il va falloir qu'on comprenne de quoi on parle. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire accident du travail ? Parce qu'on ne voit pas toujours le rapport avec le harcèlement sexuel. Alors oui, le Code de la sécurité sociale, il dit qu'il s'agit d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Ça ne nous éclaire pas beaucoup sur la notion. En réalité, il faut démontrer avoir été victime d'un fait soudain qui a provoqué une lésion. Quand on pense à un accident du travail, nous avons plutôt en tête un salarié qui, par exemple, tombe d'une échelle sur son lieu de travail, se casse la jambe. Ce salarié, il a eu un accident au travail, il est blessé, et donc c'est un accident du travail. Le terme accident ne correspond en effet pas vraiment à ce qu'on va rencontrer dans les dossiers de violences sexistes et sexuelles au travail, puisqu'il ne s'agit jamais d'accidents. C'est bien des actes volontaires commis par des harceleurs ou des agresseurs sur le lieu de travail. Donc moi, je trouve que c'est plus simple d'utiliser le terme de fait soudain,
qui provoque donc une lésion. Cette lésion, elle peut être physique ou psychique et elle doit être liée au fait soudain. C'est un médecin qui va constater la lésion et remettre à la salariée ce qu'on appelle un certificat médical initial. En cas d'agression sexuelle sur le lieu de notre travail par le collègue ou le supérieur, par exemple, il s'agit bien d'un fait soudain. Si juste après l'agression sexuelle, la salariée elle fait une crise d'angoisse dans les toilettes, qu'elle ne peut plus reprendre son travail, la lésion psychique, elle est bien présente. Et ce type de choc traumatique après une agression physique, sexuelle ou verbale sur le lieu de travail a déjà été reconnu. C'est un accident du travail. Mais lorsqu'on est victime de multiples propos sexistes et sexuels plusieurs fois par semaine, que peu à peu ça grignote ton sommeil, ton appétit, ta capacité de concentration, que tu n'arrives plus à travailler, que tu as des difficultés avec tes relations sociales, l'anxiété ou le syndrome dépressif s'installe dans le temps et n'est pas toujours dû à un fait soudain. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Alors on peut également invoquer plusieurs faits soudains, mais alors à ce moment-là, il faut pouvoir les dater précisément. Ces différents faits, ils vont se cumuler et à un moment provoquer une lésion sur la victime. Donc en fait, il est nécessaire dans ces cas-là d'isoler certains épisodes du harcèlement sexuel pour caractériser l'AT. C'est déjà arrivé, c'est possible. Et comment ça se déroule la procédure de reconnaissance en accident du travail ? Alors la salariée victime d'un accident de travail doit normalement le déclarer à son employeur dans les 24 heures. Et y joindre directement le certificat médical initial que son médecin aura établi. L'employeur, il a ensuite 48 heures pour faire les démarches de déclaration auprès de la CPAM. Il en a l'obligation. Si vous avez bien déclaré l'AT dans les 24 heures et apporté la preuve que le fait soudain a eu lieu au temps et au lieu du travail, vous bénéficiez alors de ce qu'on appelle la présomption d'imputabilité au travail, ce qui facilite beaucoup la reconnaissance par la Caisse de sécurité sociale. Mais attention, c'est souvent le cas, l'employeur peut émettre des réserves auprès de la sécurité sociale dès ce stade. Il peut dire par exemple que les faits n'ont pas eu lieu ou qu'il les conteste. La CPAM peut alors ouvrir une enquête, interroger les salariés qui étaient présents, recueillir des éléments de preuve pour décider si elle reconnaît ou non l'accident de travail. Mais c'est pas le médecin traitant qui fait directement un arrêt en accident du travail ? Alors ça, c'est la théorie, ça serait bien, mais en fait, peu de médecins y pensent et surtout, peu sont formés pour le proposer directement aux salariés victimes. Ça n'a pas forcément d'impact immédiat, parce que c'est la responsabilité de l'employeur. Le Code du travail, il prévoit bien que quand une salariée relate, par exemple, une agression sexuelle qui vient d'avoir lieu, l'employeur doit le déclarer lui-même à la CPAM. Or, j'en ai presque jamais rencontré qui respectent cette obligation. Et ensuite, la CPAM, elle pourra s'adresser au médecin pour requalifier l'arrêt en accident du travail. Du coup, la difficulté, c'est que les déclarations sont souvent faites bien après les 24 heures, mais heureusement, la loi prévoit que nous avons 2 ans à compter du fait soudain pour faire une déclaration datée à la sécurité sociale. Il y aura alors automatiquement une enquête de la Sécu pour décider de l'AT ou pas. Et si la sécurité sociale ne reconnaît pas l'AT, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, on a alors 2 mois pour faire un recours devant ce qu'on appelle la commission de recours amiable. Ce recours se solde assez souvent par un nouveau refus. On doit alors saisir le pôle social du tribunal judiciaire dans les 2 mois de la décision de cette commission de recours amiable. Et si on obtient gain de cause, la CPAM devra alors recalculer les droits et verser à la salariée un rappel d'indemnité journalière de sécurité sociale, comme en cas de reconnaissance en maladie professionnelle. Nous venons de balayer amplement l'accident du travail. Mais qu'en est-il de la maladie professionnelle ? Quand c'est une maladie professionnelle, contrairement à un accident de travail, j'ai appris que c'était sujet à discussion. Donc, il y a des maladies professionnelles qui sont répertoriées dans des tableaux. Donc, par exemple, un boulanger qui est allergique à la farine, là, c'est dans le tableau. Et il y a d'autres maladies professionnelles qui sont un petit peu annexes. Et à ce moment-là, quand votre médecin vous arrête en maladie professionnelle, la sécurité sociale vous renvoie en fait à un genre de questionnaire ou d'enquête. Et donc du coup, moi, une dépression, c'était pas dans un tableau. Donc moi, dans le questionnaire, j'ai dit tout ce que j'avais eu comme symptômes physiques, etc. Et eux, sur cette base-là, ils ont jugé que ça ne l'était pas. Et par contre, on a le droit de faire un recours. Donc du coup, moi, comme j'étais sûre que c'était professionnel, j'ai fait un recours. Je me suis dit, mais comment, avec tout ce que je vous ai mis comme symptômes et tout, vous pensez pas que c'est professionnel, quoi. Le premier médecin psychiatre que j'ai vu m'a dit vous faites un métier d'homme quand même. Quand vous avez pris ce métier, vous deviez bien savoir que ça serait difficile. Donc j'ai dit ce psychiatre-là, il n'a pas un avis psychiatrique, donc ça va pas, quoi.
Et du coup, la suite par rapport à ça, c'était de contester l'expertise. Et j'ai eu la chance, oui, sur la deuxième expertise du tribunal judiciaire, de tomber sur quelqu'un de compétent qui a écrit dans son rapport que effectivement ma vie personnelle était tout à fait équilibrée, que par contre que mon état de santé et mon stress étaient dus à mon métier. Seules quelques pathologies psychiques peuvent faire l'objet d'un examen par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en vue d'une reconnaissance en maladie professionnelle. L'anxiété généralisée, la dépression et l'état de stress post-traumatique. Donc l'avis du CRRMP revient, donc le tribunal judiciaire muni des deux avis, et c'est lui qui décide auquel il donne du crédit, et finalement, comme la sécurité sociale était d'accord, donc le tribunal a dit c'est une maladie professionnelle. Et dans la fonction publique, ça marche comment ? Alors en ce qui concerne les fonctionnaires, c'est l'article L822-18 du Code général de la fonction publique qui prévoit l'accident de service. Tout accident survenu à un fonctionnaire en service en l'absence de faute personnelle de sa part. C'est ce qui diffère des salariés de droit privé. Mais pas d'inquiétude, la faute personnelle, c'est une faute commise en dehors du service ou qui est d'une particulière gravité, comme un crime ou un délit. Donc de la même manière que dans le privé, il faut démontrer un fait soudain et une lésion physique ou psychologique, psychique, constatée par votre médecin en lien avec ce fait soudain. Vous avez 15 jours à partir du fait soudain ou de la constatation de la lésion pour le déclarer à votre administration. Mais en réalité, il est prévu que vous avez 2 ans pour le faire, comme pour les salariés de droit privé. De son côté, l'administration, elle a 1 mois pour vous répondre, délai qui peut être prolongé et qui est très souvent prolongé. La plupart du temps, elle va diligenter une enquête administrative pour vérifier les faits. Mais la maladie professionnelle, c'est les mêmes critères dans la fonction publique ? Pour les maladies professionnelles des agentes publiques, c'est en effet les mêmes critères. Il faudra démontrer un taux d'incapacité permanente partielle de 25%, et que la maladie est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions. Ce qui va changer, c'est que c'est la commission de réforme, saisie par l'administration, qui va reconnaître ou non le CITIS des fonctionnaires titulaires ou stagiaires. La commission, elle va demander un avis à la médecine de prévention et une expertise médicale par un médecin agréé. Cet expert médical, la plupart du temps un psychiatre, va déterminer si la maladie est essentiellement causée par l'exercice des fonctions et si elle est susceptible d'entraîner le fameux taux minimum d'incapacité de 25%. Pour les agentes contractuelles, ce sera comme pour les salariés du privé, c'est le C2RMP qui se prononcera sur le lien entre la maladie et le service. Mais pour l'ensemble des recours en cas de refus, la VFT avait fait un très bon guide qui est disponible dans la rubrique outils de son site internet. L'objectif de cette reconnaissance peut être d'ordre politique. Vous avez subi des violences sur votre lieu de travail, votre employeur n'a rien fait pour vous en protéger, vous avez développé des pathologies en lien avec ces violences, et il est logique, normal, que vos pathologies soient reconnues comme professionnelles. Mais c'est aussi et surtout la question financière qui compte. Ce qui est intéressant quand c'est reconnu tout de suite, c'est que c'est mieux remboursé que la maladie tout court. Catherine est restée 1 an et demi en arrêt maladie. J'étais au plafond de salaire, c'est-à-dire qu'avec le salaire et la position que j'avais dans ce métier, j'étais au plafond de la sécurité sociale en indemnité journalière normale. Et donc j'ai touché en plus, correspondant à 1 an et demi, 110 000 €. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les avantages pour les salariés du privé en cas de reconnaissance en AT ou en MP ? Le taux d'indemnisation des indemnités journalières de sécurité sociale est de 80% à partir du 29e jour d'arrêt. Et ce taux, il reste à 80% sans limitation de durée jusqu'à la consolidation des dommages de la victime. L'étape de la consolidation est cruciale. Cette date permet de fixer le taux d'incapacité permanente et donc la possibilité de toucher une rente à vie. La date de consolidation peut être contestée devant la CPAM dans les 15 jours. Catherine n'a pas eu le temps ni le courage à ce moment-là de la procédure. Est-ce qu'il y a d'autres avantages à être en accident du travail ou en maladie professionnelle ? Oui, dans ce cadre, l'ensemble des soins dont vous avez besoin en tant que salarié victime sont pris en charge à 100% par la CPAM. Et puis un autre élément qui est très peu connu, c'est que les périodes de prise en charge au titre des maladies pro ou accidents du travail sont validées pour la retraite. Alors qu'en maladie ordinaire, la période d'arrêt, qui est souvent assez longue quand on est victime de violences sexuelles au travail, fait très souvent baisser le montant de la retraite. Et puis un dernier point, beaucoup
de victimes de violences sexuelles au travail vont finir par être déclarées inaptes par la médecine du travail. Et si elles sont en AT ou en MP, elles vont pouvoir avoir le doublement de leurs indemnités de licenciement. Et pour les agentes de la fonction publique ? Alors là, c'est plus complexe, qu'il faut distinguer les fonctionnaires titulaires et les agentes contractuelles. Pour les fonctionnaires titulaires, elles peuvent bénéficier sans durée maximale, jusqu'à la reprise du service ou jusqu'au reclassement ou encore jusqu'à la mise à la retraite, du versement du traitement dans son intégralité, plus de l'indemnité de résidence, mais aussi du supplément familial de traitement. Le traitement, ça veut dire le salaire, et ce terme ne concerne que les agentes publiques. Les fonctionnaires ont aussi le droit à la prise en charge de toutes les dépenses de santé en lien avec la maladie. Il faut bien comprendre que si on compare avec un congé de maladie dit ordinaire, le traitement à taux plein, il va durer que 1 an. Et ensuite, les fonctionnaires vont passer à demi-traitement pendant 2 ans. Et comme pour les salariés du privé, l'ensemble de la période de congé maladie imputable au service, le CITIS, compte pour le calcul de la retraite. En revanche, pour les agentes contractuelles, c'est beaucoup plus complexe et bien moins favorable. Elles conservent leur plein traitement au mieux pendant seulement 3 mois. Et ça, c'est que dans le cas où elles ont 3 ans de service à leur actif. Après, elles basculent sur le même régime que les salariés du droit privé avec 80% de leur traitement, mais qui va être cette fois-ci versé par l'employeur public. Reconnaître les psychopathologies que développent les femmes au travail à cause des harceleurs qui les entourent est une question de santé publique, un enjeu de lutte contre la paupérisation des femmes. Je me demande ce que je vais pouvoir faire. Et là, j'ai ma psychologue qui m'a proposé éventuellement de faire des formations dans les entreprises. Là, d'être en face d'hommes à qui je dois expliquer, ça va être plus dans mes cordes. Enfin, je veux dire, voilà, même techniquement, enfin, je veux dire, il y a des lois, dire on ne doit pas dire ça, etc. Bon, donc je pense que ça pourrait me convenir, alors je verrai. Parlez-en à votre médecin, demandez à vos représentantes du personnel de vous accompagner, à la médecine du travail de vous soutenir. Exigeant des employeurs qui remplissent leur obligation de déclaration des AT et MP à la sécurité sociale. Dans les 2 prochains épisodes de Jugeons la justice, pas les femmes, nous vous présenterons les professionnels vers lesquels vous pouvez vous tourner pour avoir du soutien en interne et en externe de l'entreprise. Merci de votre écoute.